Voilà. Donc, Elon Musk quitte après 130 jours. Et là, les médias ont essayé de montrer que c'était une rixe avec Trump et il claque la porte et ça a été un peu le ton qu'on a vu. Il était très déçu, etc. C'est pas exactement ce qui s'est passé. Par exemple, ça ici. J'ai été très déçu. Elon Musk quitte le nouveau gouvernement Trump après un nouveau désaccord avec le président. C'est pas ça du tout. Le Congrès a passé, et là, la personne s'est complètement fourvoyée ici, Stéphane Edouard. Et là, le Congrès a passé une loi sur les dépenses qui dépensait beaucoup. Et Trump, Musk a dit, lui, je suis déçu parce que j'ai travaillé pour couper les dépenses. Et là, le Congrès passe une loi avec beaucoup de dépenses. On va voir qu'est-ce que ça donne. Le truc, ce qui est important de toute façon, c'est que, il y a eu des centaines de milliards d'argent sauvé, des centaines de milliards, c'est-à-dire plus que le budget du Québec au complet a été sauvé en gaspillage. Et finalement, que le Speaker of the House, on pourrait presque dire le premier ministre, c'est l'équivalent d'un premier ministre. Il y a le président, puis il y a le Speaker of the House, c'est le premier ministre, celui qui gère le législatif. Trump, c'est l'exécutif. Et Mike Johnson gère le législatif, le Congrès. Il a dit finalement qu'ils allaient passer une loi qui allait faire en sorte que le DOGE, le Department of Government Efficiency, allait devenir statutaire, c'est-à-dire les coupures allaient devenir statutaires et que la révision finalement des dépenses allait devenir statutaire et permanente. Donc, Elon Musk, mais c'est ça, c'était finalement un mandat de 130 jours. Elon Musk was going to wrap up Doge after 130 days. Now it's one day or two. Tu sais, ça, c'était le 2 avril. Et ça, ici, vous voyez, ça, c'était au mois de février. Qu'est-ce qui se passe avec le cap de 130 jours? Musk dit que de toute façon, il va rester un petit peu. Musk is here to stay in the Trump admin, advisor says. Même s'il a fini son mandat de 130 jours, il va rester comme conseiller. Ça, c'était au mois de février et c'est exactement ce qui a été dit lors de la réunion du bureau Oval, c'est-à-dire que exactement ça. C'est-à-dire que 130 jours, il a fini son mandat, mais il va rester comme comme conseiller. Et c'est là que Trump lui donne la clé de la Maison-Blanche, etc. C'est symbolique, tout ça, voilà. Le moment de Trump, les grands moments d'Elon Musk lors de ces 130 jours. Et finalement, les médias se sont attaqués. Il y a eu comme une sortie du New York Times. Encore une fois, on essaie de détruire la crédibilité de quelqu'un en disant, ils ont publié un article avec des sources anonymes qui disaient que Elon Musk avait un problème de consommation de drogue, qu'il prenait magique, des psychotropes, de l'ecstasy, de la kétamine, etc., qu'il était souvent high, qu'il avait une boîte de pilules sur lui, etc. Et encore une fois, c'est des sources anonymes. Et le New York Times qui vient d'être blâmé pour son reportage biaisé, je pense par Pulitzer, il vient d'être blâmé pour son reportage biaisé concernant le Russiagate en disant, tu sais, quand le New York Times affirmait qu'il avait des sources disant que Trump est un agent russe, ben, il vient d'être blâmé pour ça, justement, parce que c'était entièrement faux et fabriqué. Et là, ça semble être la même chose. Elon Musk lui-même s'était jamais caché de consommer de la drogue occasionnellement. Ça, c'était avant son arrivée à l'administration. Il fumait un joint. Et quand il est allé chez Joe Rogan, il a fumé un joint avec Joe Rogan. Et puis, il disait qu'il prenait de la kétamine une fois ou 2 semaines, etc. Mais là, ce qui est affirmé par le New York Times, c'est une consommation systématique. Sources anonymes, etc., pour finalement détruire la personnalité, l'image, le legs, finalement, c'est toujours ça, le legs de Donald Trump. Et on rappellera que le New York Times est resté silencieux. On ne saura jamais, dit source anonyme, alors que les sources montraient clairement Hunter Biden, les vidéos existaient de Hunter Biden en train de fumer du crack dans une pipe, en train de coucher avec des prostituées russes, entre autres, ukrainiennes. Ils n'ont jamais fait d'article là-dessus. Hein. Ça n'a jamais préoccupé le New York Times que le fils du président était comme un crackhead, que Zelensky et que même Macron, tout ça, on ne s'intéresse jamais à la vie personnelle des gens. C'est juste d'un côté tout le temps, puis c'est toujours avec des sources anonymes, etc., etc. Le bilan de Doge, c'est quoi le bilan de Doge? C'est 160 milliards d'argent sauvé. Là, rappelez-vous tous les programmes qui ont été coupés, là, tous les programmes, là, la fraude, les dédoublements, les centaines de millions de dollars qui partaient genre au Brésil pour des opéras transgenres ou pour compter le nombre de lignes noires sur les grenouilles en Tanzanie. Là, les fonds, il y avait même des titres de programmes qui étaient incompréhensibles.
Je ne vais même pas essayer d'en... Et donc, il a sensibilisé la population à ça. Il a sensibilisé la population au fait que leur argent était complètement gaspillé. Et donc, juste ça, c'est une gigantesque avancée. Les gens demandent... Les gens étaient comme pour la plupart des choses, les gens étaient absolument ignorants de la façon dont était dépensé leur argent. Et ça a eu des impacts partout. Ça a eu des impacts en France, ça a eu des impacts au Canada, au Québec. Les gens commencent à... C'est quoi ce programme-là? C'est quoi ce programme-là? Etc. Puis ça vient d'Elon Musk. Et encore une fois, c'est dangereux parce que cet argent-là était blanchi pour beaucoup. Là, hein? C'était de l'argent qui allait à l'État profond, USAID, etc. Et c'était absolument inconcevable pour l'État profond que les gens réalisent ça, que leur argent était volé pour des affaires incroyables, puis blanchiment, tout ça, et que ça fasse l'effet domino. C'est toujours l'effet domino. C'est toujours... Les médias sont là pour empêcher l'effet domino. Et il n'y a pas juste ça aussi, il y a le fait de tout le nettoyage des listes de la sécurité sociale. Ils se sont rendus compte qu'il y avait 12 millions de personnes de plus de 120 ans sur les listes aux États-Unis, sur les listes de la sécurité sociale. 12 millions de plus de 120 ans. C'est pas les personnes de 110 ou même 100, là. Il y en a probablement comme pas mal des centenaires, quoique... Mais 12 millions de 120 ans et plus, ils ont été, les listes ont été nettoyées, etc., etc. Et comment ils ont fait ça? Ils ont fait ça avec de l'intelligence artificielle, encore une fois, parce que tu ne peux pas passer à travers les dossiers de sécurité sociale, manuellement, là, comme ça, de 330, 340 millions de personnes. Tu as une population, c'est un continent, c'est 340 millions de personnes. Fait que tu pèses sur un bouton, tu demandes à l'intelligence artificielle, donne-moi, fais-moi un dossier avec les personnes de 120 ans et plus. Là, tu arrives avec le chiffre de 12 millions. Là, t'es comme... Et donc, ça fonctionne, ça ne peut que fonctionner avec l'intelligence artificielle, ce genre de traitement de gigantesques données, etc. Et c'est un peu le sens de justement ce qui se passe avec Palantir. Trump a annoncé avant-hier, en fait. Trump sends 795 millions de dollars à Palantir pour gérer les dossiers personnels des Américains. Ça a fait beaucoup réagir. Donc, les médias en mode gros titre alarmiste. Palantir va créer une vaste plateforme de données fédérales reliant les dossiers privés de millions d'Américains. Les actions bondissent. Trump confie à Palantir la création d'une base de données principale sur chaque Américain, un guichet unique, comme on dit. Trump confie à Palantir les clés des données américains. Les titres sont sensationnels et... laisse présager le pire, mais quand on ne voit pas le problème, on ne comprend pas la solution. Il n'y a personne qui a parlé du problème, on est juste en mode gros titre. Et je voudrais, avant de continuer, juste rappeler que Trump avait promis, justement, parce que là, le problème, encore une fois, c'est comme l'intelligence artificielle. Le problème, c'est toujours ça, c'est la surveillance. Les gens ont peur que ce soit utilisé pour la surveillance. Alors que l'État a absolument déjà tous les moyens de surveiller les moindres gestes de chaque Américain. Okay? Que ce soit à partir de son téléphone cellulaire, son compte de médias sociaux, etc. Si l'État veut espionner, c'est déjà possible. On peut, à partir d'un téléphone cellulaire, on peut savoir exactement à quoi ressemble l'état de la maison, les pièces, c'est-à-dire le cellulaire va envoyer des ondes. On peut envoyer une commande au cellulaire qui va comme envoyer des ondes et ça va vous donner un layout complet de la maison et qui y a dedans. Et ça existe déjà tout ça. Et donc, je vais vous montrer en quoi c'est selon moi, une mesure administrative qui est nécessaire. Et aussi, il faut garder en tête que Trump a lui-même été victime d'un coup monté, cette histoire de collusion avec la Russie, de surveillance indue, de suspension de ses droits, et s'est fait, et s'en est plaint beaucoup, a dit que c'était de la haute trahison et que c'était au cœur de son administration. Donc, c'est la même chose avec Mike Flynn aussi. Hein, Mike Flynn qui a été ciblé par un département de la justice militarisé, avec de la surveillance électronique et ce genre de trucs-là. Hein. Donc, maintenant, comprendre le problème et la solution, contexte politique. Trump, en mars 2025, le 20 mars 2025, a signé un ordre exécutif qui avait plusieurs points, mais qui était nommé « Mettre fin au gaspillage, à la fraude et aux abus en éliminant les silos d'information ». Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Aux États-Unis, le problème vient du fait que... Je ne l'ai pas ici.
Ah, ici. Le problème vient du fait qu'il y a des centaines d'agences gouvernementales. Forbes demandait en 2017, quand Trump a dit « Je vais assainir le marais » en 2017, la revue Forbes demandait « Combien d'agences fédérales existent-elles? Impossible d'assécher le marais tant que nous ne le savons pas. » Ce que Elon Musk vient de faire là, avec le purger les listes de la sécurité sociale, etc., c'est pas possible tant qu'on n'a pas une liste complète des agences gouvernementales. Et figurez-vous qu'aux États-Unis, il y a tellement d'agences gouvernementales que finalement, il n'y a pas de consensus sur le nombre d'agences gouvernementales. Agenda unifié dit qu'il y en a 61. Conférence administrative des États-Unis, 115. Le ministère de la Justice dit qu'il y a 252 agences gouvernementales américaines. L'index du registre fédéral 2016 dit qu'il y en a 272. Regulations.gov, 292. Le manuel du gouvernement des États-Unis dit qu'il y a 316 agences gouvernementales. Liste des agences du Federal Register, c'est 440 et décompte.usa.gov nous en donne 443. Et ça, c'était en 2017, imaginez. Donc, 443 agences gouvernementales. Et pensez, toutes ces agences gouvernementales-là travaillent dans des silos d'information. Ils ne partagent pas les informations. Donc, l'ordre présidentiel de 2020, qui pavait la voie à ce qui vient de se passer aujourd'hui, avant-hier, ordonnait aux agences gouvernementales de partager leurs bases de données. Il ordonnait aux agences gouvernementales, comme par exemple la sécurité sociale versus l'agence du sport et loisirs, de ne plus travailler en vase clos, en silo, et de faire en sorte qu'on puisse comparer, par exemple, John Smith. Le John Smith né en 1978, est-ce que le John Smith né en 1978, c'est le même partout? Mais par exemple, John Smith, évidemment, John Smith, c'est un des noms les plus communs aux États-Unis. John Smith, né en 1900... Combien pensez-vous qu'il y a de John... Par exemple, je vais arriver à mon point. Là. Combien pensez-vous qu'il y a de John Smith, né en 1978 aux États-Unis? Il doit y en avoir des dizaines de milliers. Comment tu fais pour savoir, avec 443 agences gouvernementales, et des dizaines de milliers de John Smith, nés en 1978, comment tu fais pour garder la trace de tout ça? C'est impossible. Encore une fois, et ça crée de la fraude, ça crée du gaspillage, ça crée des doublons. Il doit y avoir des centaines de milliers de doublons partout. Et la mesure de Palantir, c'est pour le partage des données, l'élimination des doublons, etc., etc. OK? Donc, par exemple, le John Smith 479 là, ou 11 052, on dit qu'il est décédé au Missouri, mais il tape la sécurité sociale en Ontario. Comment ça se fait? Sa famille qui est en Ontario n'a jamais déclaré en Ohio. Il a vécu là comme 5 ans en Ohio. Il recevait des chèques de sécurité sociale. Sa famille continue à encaisser ses chèques de sécurité sociale, mais il est décédé au Missouri, pour savoir. C'est ça, finalement. C'est pas plus compliqué que ça. Pensez à la maison des fous d'Astérix. Hein? Tu as besoin du papier X, tout est cloisonné, on te renvoie à un autre truc, mais là, c'est ça, ça crée un système centralisé. Et maintenant, encore une fois, oui, les gens craignent, encore une fois, c'est comme avec l'intelligence, comme j'ai dit au début, avec l'intelligence artificielle ou Warp Speed, on craint les abus, etc. Mais Trump lui-même a été victime d'abus. Il a dit qu'il voulait régler ça dans l'administration pour que ça ne se produise plus jamais, la militarisation des institutions, la surveillance des citoyens américains, etc. Et là, après ça, regardez le contexte. Regardez le contexte, c'est-à-dire que si c'était Macron, je me préoccuperais davantage. Mais si c'est Trump, je veux dire, regardez le contexte, encore une fois. Dites-moi pas, oui, mais Alexis, etc. Pensez, mettez-vous en premier, là, mettez-vous dans la chaise du décideur. Tu es à la tête du gouvernement américain. Parce que les gens vont encore dire, là, tu défends Trump, quoi qu'il se passe, etc. Mettez-vous dans la place du décideur, OK? Tu as 443 organisations gouvernementales qui agissent toutes dans des silos d'information compartimentés. Tu as une population de 340 millions de personnes, tu as des dizaines de milliers de John Smith.
Il n'y a pas de coordination entre. Il y a des doublons. Par exemple, le Doge a trouvé 12 millions de personnes de 120 ans et plus. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas faire ça manuellement. Tu ne peux pas engager genre 100 000 personnes pour passer à la main genre tous les dossiers puis quadrupler la taille de l'État pour gérer la déconstruction de l'État. Qu'est-ce que tu fais? Ben, c'est ça. Encore une fois, c'est des espèces de dilemmes. De dilemmes. Si tu octroies à une compagnie un contrat de gestion des données pour avoir une plateforme pour s'assurer que le John Smith décédé au Missouri arrête de recevoir sa sécu en Ontario, tu vas te faire accuser potentiellement de surveillance ou quoi que ce soit. Là, mais c'est quoi que tu fais? Tu laisses ça comme ça, tu finis ton mandat de 4 ans, tu n'as pas assaini le gouvernement, il reste encore des centaines, des dizaines, des millions de doublons partout avec une potentialité de fraude énorme, de sorte que tu as un déficit majeur parce que tout le monde tape dans la caisse avec de la fraude et puis ou vote, les morts qui votent. Rappelez-vous ces morts qui allaient voter pour le candidat roumain, pour Macron et pour Joe Biden. Tu laisses ça comme ça. Encore une fois, ceux qui vont m'accuser de toujours défendre Trump, asseyez-vous dans sa place, asseyez-vous dans son fauteuil. Tu es confronté à une situation. Donc, c'est ça que je dis ici. Je dis comprendre le problème et puis là, voir puis après ça, le contexte politique. T'sais. Mettez-vous dans ça. C'est ça. Non, tu fais exactement ce qu'il fait, c'est-à-dire tu donnes un contrat pour faire une vérification afin que ton ordre exécutif du 20 mars 2025 puisse être mis en œuvre. C'est ça, c'est l'extension de ça. C'est-à-dire, lui donne l'ordre exécutif, tu as la volonté politique de mettre fin au gaspillage, à la fraude, aux abus, en éliminant les silos d'information. Ça, c'est l'ordre exécutif. Puis après ça, tu dois donner un contrat à une compagnie pour mettre ça en œuvre. Fait que c'est, à mon sens, rien de plus que ça. OK? Donc, ça vient de quelqu'un qui... parce qu'on n'en sait pas énormément de toute façon sur ces contrats-là. Les médias font les gros titres, s'en servent, et les personnes, tous les anti-Trump aussi s'en servent. Oui, correct. Mais regardez encore une fois, je parle au public de Radio-Québec, regardez encore une fois la volonté de Trump de coupe dans l'USAID, de l'Empire américain, coupure dans la CIA et dans le USAID, la paix partout dans le monde, le retrait des troupes américaines, réduit l'insécurité et l'immigration dans son pays. Regardez ce que RFK fait avec la nourriture. Il n'y a pas une volonté de bien-être de sa population. Je m'excuse, le gars s'attaque à Big Pharma. On vient juste de le voir. Le gars s'attaque au complexe militaro-industriel. Il va signer la paix partout. Il travaille fortement à la paix. Est-ce que ça a l'air que les compagnies d'armement vont comme profiter sous Trump? Il va peut-être y avoir un réarmement, certains, oui. Sauf que la guerre perpétuelle, c'est le pain et le beurre de l'OTAN, vous le savez. Est-ce que le gars a mis en œuvre la plus grosse remise à niveau de la liberté d'expression aux États-Unis? Est-ce que ça va encore une fois dans le sens de la surveillance, de la censure, etc.? C'est un package, la censure et la surveillance, hein? C'est un package. Il n'y a pas de crédit social aux États-Unis et finalement, le gars a interdit les Central Bank Digital Currencies qui a normalement, si tu as un agenda de crédit social, pas de crédit social, mais de contrôle social, c'est ça que tu veux. Tu mets, tu sais, il libéralise le Bitcoin, les cryptos et tout. Il force les banques à accepter les cryptos. On en a parlé dans un web journal. Il réduit le pouvoir des banques centrales, réduit le pouvoir du complexe militaro-industriel, réduit le pouvoir de Big Pharma, réduit le pouvoir de Big Food, réindustrialise les États-Unis. Dans toutes ces actions, il y a une préoccupation de l'Américain moyen. Et c'est ça, il n'y a pas de CBDC, de digital currency. Et donc, à un moment donné, il faut allumer et se dire, même si on ne sait pas exactement tout ce qu'il y a dans la mesure, dans l'argent qui est octroyé à Palantir, ça va, si tu regardes l'ensemble de ce que Trump fait, ça va probablement dans le sens du Doge, c'est-à-dire un contrat pour éviter les silos, la fraude, le gaspillage, etc. C'est-à-dire avoir voilà. Les gens m'accuseront de défendre Trump, mais ça
quand tu regardes le compte, il faut comprendre, comme je dis, le problème. Asseyez-vous, mettez-vous dans le siège du décideur. Et quelle solution vous apporteriez? Soit tu fais ça, ou soit tu quittes la politique 4 ans plus tard, puis tu laisses les doublons, il n'y a pas eu d'assainissement de l'État. Voilà, c'est un ou l'autre. Soit tu fais ce qu'il fait là, ou tu quittes, puis il n'y a pas eu d'assainissement, puis Juan González, il y en a comme 75 000 aux États-Unis, et puis on ne sait pas qui est où, qui fait quoi. Sur 75 000, il y en a comme 12 400 qui tapent la Sécu. Est-ce que c'est 12 400 le même? Sur les 12 400, il y en a comme, je sais pas, il y en a comme 350 qui sont nés en 82. Et ça fait 350 Juan Valdez qui sont nés en 82 qui tapent la Sécu. Mais là, on ne peut rien faire parce que si tu fais quelque chose, les gens vont t'accuser de vouloir centraliser, etc. Donc, le dilemme, c'est encore une fois, c'est ça. C'est comme avec Warp Speed. C'est si tu fais quelque chose, tu te fais accuser. Si tu fais rien, c'est encore pire. Voilà. C'est comme la maison des fous à Astérix. Hein. Tu quittes, toi, après ton mandat de 4 ans, tu quittes et tu laisses la maison des fous dans les 12 travaux d'Astérix intacte, comme avec des papiers sans queue ni tête et tout, où tu centralises puis voilà, c'est ça, c'est ce que j'avais à dire là-dessus. Maintenant, Union européenne. J'ai une petite irritation à la voix.